Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backdoor. Bonjour Baptiste, comment il va? Bonjour mon cher ami, écoute, il va bien. Il va plutôt pas de mal. Et lui, comment il va? Écoute, il va tranquillement, pareil. C'est top. Journée à la chouette, j'allais dire. À la fraîche. Je sais pas comme expression. À la fraîche, exactement. Mais moi, je crée des expressions. T'es pas si l'influenceur que tu penses être, calme-toi. Pas encore. Bientôt, je vous vendrai des formations pour apprendre à devenir rentier. Jamais si je fais de ça, achetez-moi des tomates pourries et des œufs pourris. Top. Avant de commencer ce sujet du jour, je vous invite à aller, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner sur notre Instagram, TikTok, Twitter ou à la page du podcast sur la plateforme que vous l'écoutez. Sur la plateforme que vous l'écoutez. Ouais, tu commences bien, toi. De pas faire de phrases françaises, visiblement. Ouais, c'est-à-dire que vraiment... 1 minute 30 d'enregistrement, déjà 2 erreurs. Oui, j'ai sauté le CP, écoute, ça arrive à tout le monde. Et je l'ai pas sauté parce que j'étais en avance, j'ai sauté parce que je suis pas venu. Oh mon dieu. Quelque chose à rajouter? Merci, en vrai, des derniers épisodes qui ont été plutôt bien accueillis. Bonjour aux nouveaux. On vous souhaite la bienvenue. Il y a quand même quelques nouvelles personnes, on espère que tout vous plaît. On est toujours à l'écoute de n'importe quel retour. Et on va pouvoir tranquillement se lancer dans ce nouvel épisode où nous allons aborder un thème. Et je vais passer un gros SO aux gars de Trash Talk parce qu'ils en avaient fait un top 10 en 2019. Ah oui, les souvenirs, alors je sais bien les émotions. Qu'il y en a peut-être qui en 2019 avaient 7 ans. Donc ils ne regardaient pas encore Trash Talk. Mais nous en 2019 avec Baptiste, on était en première année d'études sup et autant dire que ça occupait une grosse partie de nos nuits. Parce que voilà, les CM, bon, elle est pas souvent. Faut pas déconner, merde. Et on va parler donc des fins de carrière de joueurs NBA. Alors, les pires fins de carrière, c'est-à-dire les pires fins de carrière soit pour des choix de merde, parce qu'il y en a qui font vraiment des choix de merde. Ouais. Soit pour des pires fins de carrière parce que vous avez voulu prendre de l'oseille absolument et ça vous a desservi. Les pires fins de carrière, alors c'est pas la volonté du joueur, mais pour blessure. Ouais. Et puis, petite précision donc sur le premier, je disais les choix de merde. Alors les choix de merde, pour moi, j'englobe plein de choses. J'englobe le fait peut-être de partir dans des équipes pareilles pour l'oseille et peut-être de faire des choix humains, décisionnels quand tu es un athlète de haut niveau, que je qualifierais de pas franchement fou. Ok, c'est pas mal. Pour rester poli. Douteux, on peut dire aussi, ça marche. Douteux marchait très très bien, exactement. Je me suis amusé. Je vais vous parler, je vais chapitrer un petit peu, on va dire, les 5 premières histoires que je vais vous raconter. Et j'ai essayé de faire rire sur les chapitres, j'ai essayé d'avoir de l'humour. Le premier, wow. Je l'ai appelé... Attention, Raph qui essaye d'avoir de l'humour. Les femmes et les enfants d'abord. Vraiment. Je l'ai appelé Mahmoud Abdul Raouf, dédicace à Colin Kaepernick. Okay. Vous allez comprendre. Mahmoud Abdul Raouf, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur de basket américain né en 1969 sous le nom de Chris Jackson. C'est un mec qui, franchement, a plutôt la cote, comme on dit, quand il est jeune. Ouais. Puisque quand il est... en high school, il est quand même McDonald All-Americans, ce qui n'est pas rien. En effet, c'est une belle ligne sur le CV. Une très belle ligne. Il est également 2 fois Mr. Basketball du Mississippi. Ok. Petit pont avec l'épisode de la semaine dernière. Il a été à LSU avec Shaq, puisqu'il a fait, il est passé par LSU entre 1988 et 90. Ok. Le monsieur était plutôt sérieux à LSU, puisqu'il a tourné sur sa dernière année à 27,8 points de moyenne. Ah oui, c'est très sérieux là. 27 points de moyenne en fac, ouais, c'est pas... Ouais. Le numéro 35 retiré à LSU. Le mec ne rigole pas, quoi. Ah non, on est sur un type qui déconne pas. LSU, c'est là d'ailleurs où il va découvrir l'islam. Quand monsieur Dale Brown, dont tu as parlé, le coach de LSU, lui donne l'autobiographie de Malcolm X. Donc là, il va commencer à se passionner. C'est notamment à ce moment-là qu'il change de nom pour passer de Chris Jackson à Mahmoud Abdul Raouf. Après ses années NCAA, il est drafté en 3e position par quelle équipe, Baptiste? Abdul Raouf. Tu l'as, tu es fort. Je l'ai en tête aux Grizzlies. Et non, il est drafté par les Nuggets. Ah oui, si, ça me revient maintenant. Nuggets. Est-ce que je confonds avec Sharif Abdul-Rahim, non? Oui, tu dois certainement confondre avec Sharif Abdul-Rahim. Mon bad là-dessus. Il est drafté en 3e position quand même. Pas rien. Après, quasiment 30 points de moyenne en fac, s'il est pas drafté top 3... Oui, c'est vrai. C'est qu'il y a un problème, quoi. Effectivement. Il passe 9 ans au total en NBA. Il va passer 6 saisons aux Nuggets, 2 saisons aux Kings et une pige à Vancouver à la fin. Ah, c'est pour ça.
C'est pour ça que tu t'en souviens. Très peu, très peu. Il est notamment NBA MIP en 1993. Pas mal. Plutôt sympa, non? Bah jusque-là, tu me décris la carrière d'un mec franchement honnête, hein. Franchement honnête, pour aller un petit peu, c'est un gars qui fait quasiment que progresser, qui est titulaire, donc qui est meneur titulaire avec les Nuggets, et qui joue bien. Je veux dire, même quand les Nuggets se revoient en playoff, il fait des bonnes stats. Alors, il y a des petits trous d'air, mais c'est normal. Mais franchement, un jeune joueur, tu peux investir, une quoi. D'une future équipe. C'est ça. Exactement. Peut-être pas ton franchise, mais une pièce forte. Et en 1996, alors que ça fait 6 ans qu'il est dans la ligue, il y a une controverse qui va naître. Monsieur Abdul Raouf va refuser de se lever pendant l'hymne national américain. Ok. Voilà, donc j'imagine que vous savez un peu tous à quel point les Américains sont attachés à leur hymne. Voilà. Très patriote, globalement. Très patriote, nos amis. La question, c'est pourquoi il le fait. Il le fait parce que c'est un signe pour lui de protestation contre un drapeau et une nation dont il dit qu'elle a un lourd passé avec la tyrannie et l'oppression. Je vois pas trop de faux dans son discours. Oui. Mais il y a un shitstorm terrible qui arrive. On peut s'en douter. C'est tellement un shitstorm, mais dans le terme tempête de merde, que en réponse à ça, des idiots d'une radio de Denver vont aller dans une mosquée interrompre une prière en jouant l'hymne américain à la trompette. Putain. Voilà. Oh mon Dieu, quel enfer. Eh oui, comme tu dis, quel enfer. Quelques jours après, la NBA va prendre position le 12 mars 96. Elle va décider de suspendre Mahmoud Abdul Raouf pour, à la base, 2 matchs. Ok. Mais la suspension va jamais être effectuée, puisqu'en fait, il va y avoir une discussion qui va s'installer entre le joueur et la ligue, où, globalement, la ligue va dire, écoute, tu te lèves désormais pendant l'hymne. Par contre, on t'autorise à avoir les yeux fermés et les mains devant le visage, en fait, à prier pendant le drapeau. Il n'y a pas de souci avec ça, tu peux. Nous, on est OK, tu seras pas suspendu, on te soutient. En tout cas, il a le soutien du board de la ligue. OK, jusque-là. Jusque-là, ça va. Bon compromis. Sauf que si dans le board de la Ligue NBA, on peut estimer qu'il y a des gens intelligents, il n'y a pas des gens intelligents partout, et ni dans les franchises d'ailleurs. Et les Denver Nuggets et les teams NBA globalement sont assez affolés par la controverse parce que racisme. Et tout simplement. Tout simplement, oui. Durant l'été, Denver, alors que Abdul Raouf tourne à ce moment-là à 19,2 points de moyenne et qui vient d'égaler sa meilleure saison qui vient de réaliser sa meilleure saison en scoring et assist, il est tradé aux Kings contre un mec que tu connais bien, toi qui aimes le basketball européen et les pays d'Europe de l'Est, monsieur Šarūnas Marčiulionis. Ah, bah oui, bien sûr. Légende de la Lituanie. Légende de la Lituanie. Donc il est échangé contre Marčiulionis et un second tour de draft. Les Hawkins sont en jeu la première année, ça chute un peu. Il perd à peu près 7 minutes, c'est un joueur qui joue environ 36 minutes. Donc un bon titulaire installé, il passe à 28. Soit pas forcément grand chose d'affolant, un système, ça peut se comprendre. La deuxième saison, il va jouer moitié moins que la première. Donc autant vous dire que ça fait beaucoup bizarre, là. Parce que, puis on parle d'un mec qui est dans sa 7ème saison, donc techniquement il est dans son prime. Ouais, c'est ça. Et ça joue plus, alors qu'on sait qu'il est bon parce qu'il a fait que progresser, qu'il a même été qu'il a été MIP, mais il a peut-être été discuté qu'il soit All-Star. Et ça se passe tellement mal avec les Kings en fait qu'ils veulent plus le faire jouer parce que les fans sont cons, tout simplement, que ça va le forcer à aller jouer en Europe. En 98, il va signer pour le Fener. Et en fait, il finira même pas son contrat parce qu'il va dire qu'il a complètement perdu l'intérêt pour le jeu. Et là, c'est la fin de carrière parce que va s'en suivre un tour du monde que je vais te citer. Allez. Mais on ne reverra monsieur Mahmoud Abdul Raouf qu'une seule année en NBA aux Grizzlies, donc de Vancouver en 2001. Parce qu'avant, 99-2000, il prend une petite retraite, une pause. Après sa pige, il reprend une retraite de 2 ans. Puis, il va signer au Ural Greats en Russie. Ensuite, il va aller signer en Italie à Sedima Roseto. Malheureusement, il va se faire le tendon d'Achille. Ah putain. Donc il reprend une 3e retraite. Et en fait, c'est pas vraiment la dernière retraite parce qu'il ressort de sa retraite pour signer avec le Laris Thessaloniki. En Grèce. Voilà, en Grèce. Après ça, il part jouer en Arabie Saoudite pour Al Ittihad. Le club de Benzema. Exactement. Et il finira sa carrière au Japon, au Kyoto Anaris. On l'apercevra en 2018 dans la Big Three Leagues avec les Three-Headed Monsters.
La Big Three League, ah ouais, ça... À partir du moment où tu me dis ça, c'est une fin de carrière triste. Hein. Exactement, mais voilà un peu comment la carrière de Monsieur Mahmoud Abdul Raouf a été stoppée parce qu'il était différent finalement et qu'il a ouvert sa gueule parce qu'il était engagé dans une ligue américaine, ce qui est préjudiciable, vous le saurez malheureusement. Ouais, bah pareil, hein, on demandera aussi à Colin Kaepernick ce qu'il en pense. Hein. Et c'est pour ça le titre, dédicace à Colin Kaepernick. Évidemment. On l'embrasse. Tu connaissais cette histoire? Parce que moi, je connaissais le joueur, mais genre, je savais pas du tout que sa carrière s'était arrêtée comme ça. Je connaissais le joueur de nom, c'est tout. Je t'avoue, j'en savais pas plus. Hein. Ouais, mais en vrai, c'est terrible. Hein. C'est la NBA d'une autre époque et on espère que... On l'a vu quand même, aujourd'hui, les joueurs peuvent assez librement prendre position quand même. Oui, on a quand même eu une grève il y a pas si longtemps. C'est ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais, c'est sûr. Voilà pour la première histoire. Enchaînons avec la seconde. Rudy Tomjanovic, la patate de forain. La patate de forain. La patate de forain. En référence à Seth Gecko. Oui, alors vraiment référence à pour moi, le mème qui est sorti en L23, là, il y a quelques semaines, il y a une vidéo qui arrivait avec un forain qui met une patate de forain. Voilà, je pensais vraiment à ça. Ça marche aussi. Monsieur Ruditi, vous connaissez certainement mieux le coach que le joueur, puisqu'il a gagné 2 titres en tant que coach avec les Houston Rockets de Hakim. Exactement. Mais il a quand même une sacrée histoire de joueur, le pépère. Hein, monsieur Ruditi, c'est un excellent joueur à la fac, c'est un très très bon rebondeur. Et il jouait notamment avec les Wolverines du Michigan. Wow. Il a établi d'ailleurs le record du nombre de rebonds pris pendant une carrière universitaire, c'est toujours actif. Oh. Après ça, il est tranquillou bilou, drafté en 2e place par les San Diego Rockets 170, qui vont se délocaliser à Houston en 71. Anecdote, tiens d'ailleurs, en vrac, Ruditi a été drafté 3 fois. Il a été drafté une fois en NBA et 2 fois en ABA par les Utah Stars en 70 et 74. Ok. Voilà, il y a des mecs qui peuvent dire j'ai été drafté 3 fois dans le même sport. Ça c'est un flex très précis. Hein. Weird flex, but ok, I guess. Exactement. C'est très précis, mais c'est une carrière en vrai assez banale hein, pour un joueur de son époque qui est dominant, on est d'accord avec ça. Oui. Malheureusement, le 9 décembre 1977, alors que les Rockets ils affrontent les Lakers, il y a une bagarre qui va éclater. La bagarre. Ça arrive assez fréquemment dans la NBA des années 70. Oui, chaque match, en gros. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est aussi peu surprenant que de voir des joueurs sous coke. On en parlera un jour du drug circus de la NBA des années 70. On va dire que la NBA des années... un peu évoqué. Les années 70 en NBA, c'était quelque chose, on va dire. Hein, pour ceux que ça intéresse, sachez que Jordan est arrivé dans une équipe qui était littéralement surnommée le Cocaine Circus de Chicago. Mais on n'est pas là pour parler de ça. C'était même plus les années 70, c'est dire. C'est dire. Ruditi, à la base, n'est pas du tout impliqué dans cette bagarre. Il a vraiment rien à voir, mais il arrive en trottinant pour le séparer. Logique, j'ai envie de dire. Ouais. Sauf que là, sur sa route, se dresse monsieur Kermit Washington, 2m03 pour 104 kg. Donc c'est à peu près le même gabarit que Rudy, mais c'est quand même un gabarit assez important. Kermit Washington, il est un peu plus gros que Kermit la grenouille. Il est beaucoup plus gros que Kermit la grenouille. J'ai quelques anecdotes sur ce mec, tu vas te régaler. Oh, vas-y. À l'époque, c'est un ailier fort des Lakers, et là, il va se retourner et décrocher une patate de forain, en faire jalouser Francis Ngannou. Hein. Je vous invite, si vous êtes curieux, allez regarder les images, elles sont disponibles sur YouTube. Ça fait froid dans le dos. Hein. Ouais. Vraiment, vraiment, Ruditi arrive normal, l'autre se retourne et patate alors que le mec est encore dans son élan. Ok. C'est terrible parce que résultat de cette patate, fracture du plancher orbital, fracture de la mâchoire, du nez, commotion cérébrale, fuite de liquide céphalo-rachidien. Ah et oui. bien évidemment, pronostic vital engagé. Ah oui. 4 jours de soins intensifs et un paquet d'interventions chirurgicales, forcément. Ah ouais, c'est une patate, quoi. C'est une patate. Oh la vache. Ruditi va être écarté des terrains pendant seulement 5 mois. J'étais assez choc-barre quand j'ai vu ça. Ouais, c'est vrai que ça paraît pas énorme. Ouais, ça paraît pas énorme. Il va réussir quand même à bien revenir de sa blessure. Il va même être sélectionné au All-Star Game l'année suivante, en 78-79, en réaffichant ses stats d'avant, 19 points, 7,7 rebonds. Ok. Mais si le physique, ça peut se remettre, la psychologie... Elle, ça peut être bien plus long, et c'est sur ça que va buter M. Ruditi. Il va déclarer « Quand quelque chose comme cela arrive dans la vie d'une personne, il doit se soigner, physiquement et émotionnellement. Le physique se guérit, la nature et la médecine s'en occupent. Je n'ai rien à voir là-dedans. La guérison émotionnelle, elle a tout à voir avec moi. Cela prend du temps, donne des leçons et engendre de la douleur.
J'ai vécu dans ma propre douleur à cause de mes pensées. Cela n'a rien à voir avec les autres. Je dois vivre avec moi-même. Ok. Ouais, vrai PTSD là. Hein. Ouais, vrai PTSD et au bout du rouleau mentalement et quand même avec quelques séquelles physiques, il avait pas mal de nausées et de vertiges et il tenait un peu moins l'effort qu'avant. Tu m'étonnes. Ses stats vont dégringoler pendant les deux saisons qui suivent et il va prendre sa retraite en 81, 10 ans seulement après avoir été drafté, 11 ans pardon après avoir été drafté. C'est assez rare dans la NBA, un joueur qui va être forcé, parce que alors oui c'est pas immédiat, mais on peut quand même dire que ça a eu un impact très conséquent sur sa carrière. Oui, c'est sûr. Pour cause de droite. Donc, petit message à Draymond Green, fais pas le con mon gars. Oui. Parce que j'ai pas fini encore avec cette histoire. Alors Rudity, sachez qu'il aura poursuivi les Lakers et Kermit Washington. Okay. Il aura gagné $2 millions de dommages et intérêts pour cet incident. Ok. Kermit, lui, va écoper seulement de 60 matchs de suspension et $10 000 d'amende. $10 000. Alors je sais que c'est pas l'inflation oui, et bon, tout, quand même. mais ça me paraît quand même pas énorme. $10 000 d'amende pour j'ai failli tuer un gars avec mes poings. Mais par contre, j'ai failli tuer un gars, ça reste dans les esprits et ça va rester dans la ligue. Les Lakers vont s'en séparer l'été qui suit. Tu m'étonnes. Et en fait, derrière, aucune équipe va vouloir leur prendre parce que même si c'est involontaire, t'as quand même un mec qui a failli tuer un autre à main nue. T'as pas envie d'avoir ce genre de gars dans ton vestiaire, quoi. Globalement. T'as pas du tout envie d'avoir ce genre de gars dans ton vestiaire, effectivement. Petite anecdote que j'avais entendue à l'ancienne, alors là faut vraiment être vieux parce que je pense qu'il y en a qui étaient même peut-être pas nés à ce moment-là. Ok. Sur, à l'époque, le Hoopcast. Ah oui. Ils avaient parlé de Kermit Washington. Alain Mattei avait fait un truc sur Kermit Washington et il disait que c'est le mec qui a lancé la rumeur Gloria James Delonte West. Donc la mère de LeBron James, c'est Gloria. Ouais. Et il y a une rumeur qui dit qu'elle serait sortie avec Delonte Ce West. C'est lui qui a lancé cette rumeur. Mais quoi? Ouais, alors vraiment, je ne sais pas pourquoi cette anecdote m'a autant marqué. Mais je connaissais Kermit Washington avant et cette là. anecdote grâce à ce truc-là. Mais ok. Voilà, je suis y a sur pas le cul. je voulais placer. Non mais je comprends. Tu comprends, c'est comme une anecdote qui vaut son pesant de cacahuètes. Bah c'est sûr, si je l'avais eu, j'aurais voulu tout faire pour la placer aussi. La placer aussi. Ouais, j'aurais fait un épisode sur Kermit Washington et Delonte West exprès, tu vois. Vraiment. Passons au chapitre 3. Allez. Jay Williams fait frotter la bavette. Né le 10 septembre 1981, monsieur Jason David Williams est un sacré prospect quand il est jeune au poste de meneur. Est-ce que ça te dit quelque chose déjà ce nom? Alors le nom Williams, oui. Ouais, Jay, non? Jay Williams m'évoque vaguement quelque chose, mais sans plus quoi. C'est normal, on en a parlé déjà ensemble, parce que moi c'est pas une histoire qui m'a marqué, mais c'est pas un joueur qui a marqué les terrains, vous allez voir. Par contre, en high school, c'est un mec qui a marqué quand même. On parle d'un type First Team All-State Player du New Jersey Player of the Year, Parma de l'American, USA Today First Team All-American, McDonald's All-American. Ok. Petit CV. Petit CV en plus, attends, en 99, il rejoint Duke. Oh. Il fait 4 ans à Duke, il performe super bien. ACC All Freshman, ACC Tournament MVP. Il était blanc. 2 fois First Team All Conference, 2 fois First Team All America, National College Player of the Year et champion NCAA en 2001. Et B, comment ça se fait qu'on ne le connaisse pas, Baptiste? Parce qu'il a fait frotter la bavette. Parce qu'il a fait frotter la bavette. Avant de parler du frottage de bavette, en 2002, il est dans les top joueurs de la draft parce qu'il va être sélectionné en 2e position par les Bulls. Ok. Certains à l'époque estiment même qu'il aurait pu être drafté en 1 devant Yao si Yao n'était pas Yao. Cet argument, voilà, il est là. Bah, il est flingué cet argument. Il est flingué, mais il était écrit textuel, donc je l'ai replacé textuel parce qu'il me faisait fracasser de rire. Ok. Bah si le mec, si le premier il n'existait pas, bah ce serait moi le premier. Exactement. Poulidor Bilal. Ouais, c'est ça. Il y a une vibe très Poulidor, j'aime beaucoup. Sa première année NBA, elle est assez correcte. Il y a des bons flashs d'une première saison de rookie, finalement. Il prend la mesure des choses. En tout cas, All NBA Rookie Second Team. T'as tout pour réussir, Jay. Ouais, jusque-là. Ton avenir est tracé jusque-là, mon petit Jay, là. Très tracé. Seulement, durant l'été, Jay se dit, est-ce que, en fait, je serais pas Valentino Rossi? Oh. Et alors qu'il est sur sa Yamaha YZF R6, il s'enroule littéralement dans un feu d'intersection. Il s'enroule. Ouais, il s'enroule. J'aime bien cette expression pour dire qu'il a eu un accident. Ouais, ça image bien. L'image est assez forte. Ouais. Si vous voyez les accidents de moto, littéralement, elle est enroulée parce que j'ai été regarder les photos. Putain.
C'est la merde pour plusieurs choses. C'est la merde déjà parce qu'il a un accident. Oui. Mais il porte pas de casque. Ah bah il a pas de permis pour conduire une moto. Oh, putain. Et il brise les termes du contrat NBA, parce que dans NBA, quand vous avez signé un contrat, vous êtes interdit de conduire un deux roues. Même de monter sur un deux roues. Mais en soi, c'est plus trop son problème, parce que là, il est très probablement décédé, ce monsieur, si je peux me permettre. Il est pas décédé. C'est le point positif de cette histoire. Miraculeusement, alors qu'il n'a pas de casque, il va souffrir d'aucune blessure à la tête. Mais quoi ? Par contre, le bas du corps, ça prend cher. Ouais, tu m'étonnes. Fracture du pelvis, nerf principal de la jambe sectionné, 3 ligaments en vrac dans son genou, dont le ACL. Et à la clé de tout ça, un long chemin de rééducation pour espérer retrouver l'usage de sa jambe. Autant vous dire que les Bulls comprennent qu'il reviendra jamais en fait. Bah oui, Et une semaine plus tard, ils draftent Monsieur Kirk Heinrich au poste de meneur. Ils virent Jay de leur effectif parce que ce dernier n'a pas respecté son contrat. Ouais. Donc licenciement pour faute grave. Tu touches pas tes droits Pôle emploi, trop relou. Les Bulls ne sont pas obligés de le payer. Mais ils vont quand même faire un geste et lui filer $3 millions pour ses frais de rééducation. Alors, ils font un geste au prix d'une énorme bataille juridique. Ouais. Parce que lui dira qu'il n'était pas au courant, eux diront que connard, tu lis ce qui a marqué dans le contrat. Mais il récupère quand même 3 millions. Il est re-signé par les Nets en 2006 pour la pré-saison, mais il est viré un mois plus tard. Et pareil, quand il essaiera de faire de la D-League avec les Austin Toros. Voilà, 2 saisons, même pas une saison NBA, puis tu t'enroules autour d'un feu rouge. Ah ouais, putain, elle est violente celle-là. En moto. Ouais, celle-là, elle te rappelle que faut faire très attention. Faire très attention quand on est un jeune et qu'on est con. Parce que tu te crois insubmersible et en fait, ça va vite. Hein. Bah putain, mettez des casques si vous faites de la moto. Oui, et déjà mettez des casques, première chose. Et mettez des équipements aussi, parce que... Et votre ceinture si vous êtes en voiture aussi, ça marche aussi. Ouais, c'est ça. On fait finalement respecter les règles de sécurité routière, elles sont pas là pour vous emmerder. Ouais. Petite note positive quand même, parce que là ça fait un peu mal au cœur, un mec qui arrête sa carrière après une saison alors que c'est un espoir. Sa vie en a pris clairement un coup. Tu m'étonnes. Mais il a quand même rebondi un petit peu, il a fait de l'analyse pour la NCAA, il a fait de l'analyse aussi de NBA pour ESPN. Mais ça marque, tu parlais de PTSD. Il a déclaré en 2018 qu'il était désormais accro aux antidouleurs illégaux et à certaines drogues, parce que c'était ce qui le calmait pendant son soignant. Tu m'étonnes. Ouais, c'est pas simple. Ouais, c'est un peu glauque comme histoire. C'est un peu glauque, mais faut faire attention avec ce genre de choses. Ah oui. 4e chapitre et avant-dernier, j'ai pas de vanne pour celui-là, on va juste parler de Monsieur Andrew Bynum. J'ai découvert l'histoire et ça m'a fait un peu mal au cœur. Oui. Toi, tu le connais bien, Andrew Bynum. Oui, écoute, il a gagné 2 titres dans mon équipe de cœur, donc ouais. C'est ça, Monsieur Andrew Bynum, qui naît le 27 octobre 87, donc c'est un mec qui pourrait encore jouer en NBA. 87, Phénomène de high school, 87. Phénomène de high school qui skippe le collège pour aller directement en NBA, qui est drafté en 10, donc par ton équipe. Petit highlight en 2006, avec le Shaq contre Miami, où les deux s'échangent des politesses. Exactement. On va dire. Tu le disais, il a gagné 2 titres à LA en étant votre pivot titulaire. Exactement. Il est All-Star en 2012. Oui. Il est All-NBA Team. À ce moment-là, c'est peut-être certainement même le 2e meilleur pivot de la ligue, derrière Dwight. Ça discute en tout cas, ouais. Il est dans la discussion, clairement. Ouais, en tout cas, il est imposé, notre ami. Oui, il est installé, clairement. Il est installé, mais il se fait dégager dans le Fort Team Trade qui vous permet de récupérer Dwight Howard. Ah, la chance que vous avez. Mais ce trade a changé tout l'avenir des Lakers. Grâce à lui, on a été au succès, au sommet pendant des années et des années. Exactement, alors que Andrew, lui, part aux Sixers. Pourquoi il part aux Sixers? Alors que tu peux te dire, mais attends, le Magic viennent de trader leur pivot, ils veulent pas récupérer le potentiellement deuxième pivot de la ligue. Le Magic avait un bon pif, et il a senti la merde venir. Andrew a eu des problèmes pendant la saison 2008 au genou, au kneecap. Ouais. Et le Magic a dit je sais pas pourquoi, un grand avec des problèmes au genou, on le sent pas. Les Sixers, je pense qu'ils ont le débouché à ce moment-là, ils disent allez, on y va. Mais s'ils connaissent les Sixers en pivot, en gros pivot avec des bons genoux, quoi. Ça leur a peut-être servi de formation, tu vois.
En tout cas, il arrive, bon, il est blessé, les Sixers se disent c'est pas grave, tu vas prendre ton temps, tu vas revenir au courant de la saison et ça va aller. Ouais. Sauf que plus la saison avance, plus les problèmes de genoux s'empirent, ce qui n'est pas l'évolution logique d'une blessure. En effet. Il finit même par se faire opérer, petite arthroscopie comme ça vite fait en fin de saison pour nettoyer ses genoux. Ok. Il était free agent à la fin de l'année, donc les Sixers le re-signent pas. Donc à cette free agency, il signe avec les Cavs pour la saison 2013-2014 en espérant se relancer. Mais c'est assez loin de son niveau d'avant, pardon. Ouais. Et petite anecdote, parce que je pense que ça commence à passiblement le saouler, notre ami Andrew Bynum, de se dire putain mais j'étais l'un des meilleurs pivots de la ligue et là je peux plus jouer. Ouais. Pendant un entraînement avec les Cavs, il va se faire virer. Tout simplement parce que Andrew décide que quand vous lui passez le ballon, peu importe d'où il va shooter. Voilà, je la place là, elle a rien à voir avec le reste du film et elle m'a cramé de rire. Elle est très marrante cette anecdote, j'aime beaucoup. Vous imaginez Kyrie Irving essayer de faire des pick and roll avec son pivot et le voir prendre des tirs du milieu de terrain. C'est très marrant. C'est ça, c'est très marrant mais c'est la merde. Les Cavs le trade donc aux Bulls qui dans la foulée le coupent. Les Pacers se disent bon allez on récupère le paquet en 2014 pour essayer de lutter contre LeBron. Mais là les problèmes de genoux reviennent très très fort et à la fin de saison il est définitivement écarté du groupe. Et là vous vous dites super, et du coup il avait quoi? Et en fait monsieur Andrew Bynum avait exactement le même problème que monsieur Brandon Roy. Et on va en parler un petit peu après, mais je ne voulais pas parler de Brandon Roy parce que c'est trop connu comme anecdote. Mais je trouvais ça intéressant de parler d'Andrew Bynum qui a souffert de la même chose. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement de l'arthrite dégénérative. Autant vous dire que normalement ça vous touche quand vous avez... Je viens de mettre un coup dans mon micro. Quand vous avez 70 ouais. 70-75 ans. Vous avez un certain âge, quoi. C'est ça, ça provoque le fait que vous n'avez plus de cartilage et de ménisque, donc vos os frottent les uns contre les autres, ce qui est extrêmement douloureux et inconfortable. Imagine 2 pièces de métal l'une contre l'autre. Voilà. C'est ça, imagine 2 pièces de métal quand tu fais 2 mètres et 120 kilos. C'est aussi ça. Il va essayer de revenir jusqu'en 2018, mais ça va jamais le laisser tranquille. Et voilà comment la carrière de monsieur Andrew Bynum s'arrête. Bon flair le Magic. Son élan par ses genoux. Malheureusement. Ouais, bon flair le Magic pour le coup par contre. Ouais, terrible. Je ne savais pas, en fait, je sais pas si tu savais, mais je savais pas qu'il avait souffert exactement de la même chose que Brandon Roy. Je savais que... l'histoire est moins romantique. Je savais qu'il avait eu des soucis de blessure au genou, mais pareil, ouais, je savais pas que c'était le même truc que Biroy. Ouais, mais on en a pas trop parlé. Ouais, c'est vrai. Voilà, on a... Ah, pardon, je disais qu'on en avait encore une seule, on en a encore 2. C'est non, il y a du rab. Allez, Oji Mayo, fuck around and find out. Celle-là, je la connais. Celle-là, tu la connais. Les 2 dernières, tu les connais. Ouais. Né le 5 novembre 1987 de son vrai nom Ovington John Tony Mayo. C'est mieux Oji. Juste ce prénom. Ouais, Ovington. Ovington. Je m'appelle Ovinton. Mais le pire, c'est John Tony quand même, avec un J. John Tony. Mélange entre Jean et Anthony. Anthony. Exactement. Waouh. Les Américains, ils ont des prénoms chelous des fois quand même, on va pas se mentir. C'est ça. Ils ont des prénoms chelous, par contre ils sont super forts au basket parce que c'est l'un des lycéens les plus spectaculaires du pays alors qu'il n'est même pas encore officiellement en high school. Le mec gratte une année, il est dans l'état du Kentucky et là-bas quand t'es middle schooler, tu peux jouer avec les high schoolers et il claque déjà 23 points de moyenne. Ok. Voilà. Il enchaîne ensuite du coup ses 2 premières saisons de high school avec un niveau très très élevé puisqu'il va tourner respectivement à 27 et 29 points de moyenne accompagné de 9 rebonds et 6 passes pour la deuxième. Propre. Bonhomme, pour bonhomme, ceux ouais. qui était au Jet. First Team All-State bien évidemment. Associated Press Division 3 Player of the Year 2 fois d'affilée. Monsieur Basketball de l'Ohio, ma foi. Il fait même la couverture de Sport Illustrated. Ah oui, tout de même. On se dit que le gamin ne devrait pas passer par le college et aller directement en NBA, mais il n'y a plus le droit. Règle du NBPA et du Bargain Agreement. Il commit donc du coup à USC aux Trojans. Ok. Comme un certain Bronny James. Exactement, ou Isaiah Collier. Oui, ou Demar DeRozan. Enfin, bref, on va pas tous les faire. On va pas tous les faire, mais je faisais le top prospect de USC cette année. Bref. Bien joué. Avant de commit, il a déjà un premier petit problème de comportement, notre ami Oji, puisqu'il va tout simplement agresser un arbitre après que ce dernier l'ait expulsé. Tu t'es peut-être un peu emporté là-dessus, Oji. Enfin, je pense. C'est un peu compliqué. Il va prendre 3 matchs de suspension pour ça. Voilà pour son problème en high school. Ensuite, il passe en NCAA. Ça se passe bien. Oji tourne à 20 points de moyenne. Il prend des honneurs, All Pac-10 First Team, All Pac-10 Tournament Team, parce que oui, ils vont au Pac-10 Tournament, qui est l'une des meilleures, les meilleures ligues, enfin des meilleures conférences des États-Unis en NCAA.
Et ils se font même sortir par le UCLA de Monsieur Russell Westbrook et Kevin Love. Qui était une bonne équipe quand même, cette équipe de UCLA. Oh, exactement, une très très bonne équipe. Sauf que allez, les emmerdeurs reviennent. Allez. 11 mai 2008, un ancien reporter d'ESPN révèle que OG a touché des cadeaux pour revenir à USC, dont du cash. Ce qui enfreint les règles de la NCAA. 2 ans d'enquête plus tard, les Trojans et Mayo sont déclarés coupables, rendant sa saison de NCAA inéligible. Alors ça c'est plus symbolique qu'autre chose, parce qu'il est genre NBA. Ouais. Mais les Trojans sont quand même interdits de tournoi en 2009-2010 et les victoires de cette année-là sont annulées. Oh putain. Et oui. C'est terrible. Et le deuxième fuck around pour l'instant. Ouais. Après donc sa saison, donc on revient dans le passé, en 2008, après sa saison de NCAA, il se déclare à la draft. Il est drafté en 3ème position. Sais-tu par quelle équipe ? Les Bucks ? Non, les Memphis Grizzlies. Ah merde. Et ouais, t'es con. Oui. Alors déjà, c'est pas sympa, mais t'as raison. Ses premières saisons de rookie, elle est très très sympa, puisqu'il va tout simplement terminer 2ème et être en course toute la saison avec un certain Derrick Rose pour le titre de Rookie of the Year. Pas mal. C'est pour dire le bonhomme un peu, en termes de basketball. Oui, parce que D-Rose, jeune D-Rose, pas mal. D-Rose, il arrive en NBA, ça s'est vu tout de suite. Voilà, pas le MVP le plus jeune de l'histoire pour rien. C'est ça. La seconde année, allez, les problèmes. En NBA, cette fois-ci, il se bat dans l'avion avec Tony Allen après une partie de cartes. Ah oui, oui un peu... En plus, il faut se battre avec Tony Allen. Ouais, déjà, c'est mauvais choix de candidat, mais un peu mauvais perdant là-dessus, OG, j'ai l'impression. Ah, on sait pas qui a démarré la bagarre, mais on sait qu'ils se sont battus, en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, encore toi, j'ai envie de dire. Encore Wade Fumier. Encore Wade Fumier, la 3ème saison, il est plus titulaire avec les Grizzlies. La 3ème saison, il est testé positif au programme antidrogue de la NBA et hérite de 10 jours de suspension. Moi, je me souvenais de ça, ouais. Ouais, il est testé à l'époque pour stéroïdes. Donc ça dégage. 3ème saison, il est du coup plus titulaire. Les Grizzlies le prolongent pas à la fin donc, de son contrat rookie. Il avait la qualifying offer. Ok. C'est pas grave, il va rebondir à Dallas, il va signer une année, honnêtement, ils ne se sont pas dégueux en 2012-2013. Nowitzki se blesse, mais OG est bien là au scoring, il met 15,3 points de moyenne, 4,4 passes, ça va. Ouais. Plein de confiance finalement, j'ai envie de dire, notre ami Mayo. Ouais, jusque-là, oui. Free agent, il signe alors avec les Bucks sur 3 ans. Et pour 24 millions, c'était ce dont tu te souvenais. Ouais. C'est ce dont on se souvient tous, parce que si vous avez joué à ces 2K de ces années-là, vous preniez certainement des mixtapes par OG Mayo parce qu'il était surcheaté. C'est exactement pour ça que j'associe dans ma tête OG Mayo aux Bucks. Ouais, parce qu'il te mettait mixtape sur mixtape alors qu'il avait 77 de général. Aux Bucks, c'est pas beaucoup mieux. On continue à fuck around puisqu'il a de graves problèmes de surpoids. Il va carrément rater 30 matchs à cause de ça. Ah, quand même. Ouais, c'est pas fou, Bah non. 2014-2015, en vrai, il est plutôt bon. Il y a même une série de playoffs face aux Bulls, je sais pas si vous en souvenez. Cette série où ça se tape entre les Bulls et les Bucks. Oui. Mais il est bon, ça pointe du doigt un peu le fait que t'es mignon au gym et t'es vraiment un soliste. Ce qui n'est pas foufou. En 2015-2016, c'est tronqué par les blessures, mais les passages sur le terrain sont pas mauvais. Franchement, j'ai envie de dire, il y a eu ses problèmes de surpoids, mais ça fait 2 ans, on n'entend pas parler de OG Mayo. Ouais. Ça fait 2 ans, les gars. Vous rendez-vous compte ? 1er juillet 2016, on est 3 jours avant la free agency de tous les possibles. La Timothy fameuse. Mozgov signé 64 millions sur 3 ans. Première signature de la free agency chez les Lakers. C'est ça. Putain. Imaginez ce que OG aurait pu prendre au contrat, un petit peu. Ah bah un gros sac, comme on dit, Ah, c'est ça. Mais il prend rien parce qu'il est tout simplement testé positif au programme antidrogue de la Ligue, certainement au cannabis. Et il va être suspendu 2 ans par cette dernière. Ah, quand même. Ouais, il prend 2 ans. C'est vénère, 2 ans de suspension quand même. Ouais. À partir de là, c'est la fin de sa carrière. Parce que un mec qui a des problèmes de bœuf et qui en plus ne fait pas de passe dans ton équipe, t'es bien mignon, mais ça dégage. En plus de ça, une petite réputation de mec un peu ingérable dans le vestiaire. Donc voilà. Il part alors faire un tour du monde, Porto Rico, Taïwan, la seconde division chinoise, l'Asian Basketball League qui regroupe plein de pays, genre Singapour, les Philippines, etc. La Chine en première division cette fois-ci, attendez. La Russie et désormais et toujours l'Égypte. Ok. Voilà. Mais il joue toujours. Il joue toujours. Il joue toujours, de ce que j'ai vu. Ok. Si vous allez en Égypte, vous pouvez le voir jouer normalement. Marrant. OG Mayo qui joue en Égypte, bah putain. C'est ça. Peut-être que là-bas, il doit fumer un max de bœuf. Je ne pense pas, ceci dit. Ah, il fume la bœuf des pharaons, carrément. Exactement. En tout cas, OG aura fuck around pendant 4-5 fois dans sa carrière, puis à un moment donné... tu find out, C'est ça. Ok.
pour le dernier chapitre d'un de ses coéquipiers aux Bucks à cette période-là, à un moment donné. Larry Sanders, la beuh, l'Héraklie. La beuh lui fait mal à la tête, non? Exactement, ça lui fait bien mal au crâne. Pour ceux qui ne voient pas, Larry, né le 21 novembre 88. Bon, en vrai, une carrière high school et d'université assez banale, hein, mais bon, c'est un joueur NBA, donc ça doit quand même être correct. Ouais. Ça arrive aux Bucks en 2010, c'est le 15e choix de la draft, ça fait son trou, son début de carrière. Une première fois suspendu en avril 2014 pour usage de cannabis, 5 matchs. Petite tape sur les doigts. C'est pas bien. C'est ça. 2014-2015, il joue pas beaucoup et il y a pas mal de rumeurs autour de lui, alors que la saison d'avant, il fait quand même sa meilleure saison en carrière avec quasiment 9, je crois que c'est 9,6 points, 9,9 rebonds, donc quasiment un double-double de moyenne. Ok. Mais il joue pas du tout le début de la saison d'après, donc ça inquiète un peu. Des rumeurs, comme je disais. Est-ce qu'il serait en dépression? Est-ce qu'il aurait envie de quitter le sport? On ne sait pas, à ce moment-là, il s'exprime pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le 16 janvier 2015, il est de nouveau testé positif au cannabis et chope 10 matchs de suspension, cette fois. Ok. Sauf que là, ça a gonflé les Bucks, qui vont tout simplement le couper. Plus tard, il va annoncer sur les réseaux, genre littéralement 4 jours après que les Bucks l'aient coupé, qu'il intègre un programme pour traitement de l'anxiété, de la dépression et des problèmes d'humeur. Ok. Donc c'était assez sérieux en fait. Ouais, c'est assez dark quoi. De notre petit Larry Sanders. Éclairci à la sortie du programme, il dit que celui-ci lui a permis de réaliser que c'était le basket qui le bouffait et qui causait tous ses problèmes. Il aime toujours le jeu, mais il n'est plus capable de jouer en pro. Ouais. En tout cas, jusqu'en 2017 où il va tenter un retour aux Cavs, mais c'est peu fructueux parce qu'il est cut après 5 matchs. Ouais. Et voilà comment s'arrête la carrière de Larry Sanders, carrière qui était pourtant assez prometteuse aux Bucks. Ouais. C'est une carrière qui tombe pour cannabis, c'est pas dingue. Mais je l'ai mis en bonus parce que l'après-carrière me fait rire. Oh là. Il va créer un collectif d'artistes et une marque de vêtements, une association à but non... Loi 1901. Non lucrative. Ouais, bon, il n'y a pas de loi de 1901 aux États-Unis, mais vous avez compris. C'est l'idée. C'est ça. Il devient producteur de musique sous le nom de L8 Show. Il va même être placé dans le 2e album studio de Party Next Door sous le titre Don't Run. Ok. Voilà. Mais ce qu'il y a de plus drôle, le saviez-tu? Larry Sanders a eu une carrière dans le porno. Sous le nom de Benz Brown. Absolument pas, évidemment que je le savais pas. Ok. Eh oui, il a eu un court passage dans le monde de la pornographie. Ok. Voilà pourquoi je l'ai mis, ça m'a cramé de rire. Ouais, non, mais je comprends. J'aurais fait pareil. Larry Sanders. T'aurais fait pareil, hein. Parce que moi, j'ai le souvenir de Larry Sanders, agent libre sur 2K, que tu faisais signer en premier à chaque fois, peu importe la carrière que tu commençais. Il était si cheaté. Il était si cheaté et pas cher. C'était tellement bien. Il tirait à 3 points à l'époque. Oui, l'un des premiers. Avec genre Channing Frye sur 2K aussi à cette époque-là. Ah ouais, non, c'était abusé. Puis il est resté longtemps sur 2K. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il est resté vraiment longtemps. Donc moi, je me souviens de lui par ça aussi, tu vois. C'est ça. Et écoute, dans le boulard, t'es ravi de le savoir. Voilà. Écoute, c'est pour ça la beuh, et puis l'Héraklie. Et l'Héraklie, exactement. Un colonel. Exactement. Voilà un petit peu pour les histoires que je vous avais préparées. On va partir sur un speech un peu plus free-flow. Allez. Parlons de quelques fins de carrière. En fait, revenons, comme j'en parlais au début, sur un peu ce que Trash Talk avait dit à l'époque sur son top 10. Ouais. Monsieur Hakeem Olajuwon, pour ceux qui ne voient pas, après son incroyable carrière aux Rockets, transféré à Toronto contre des pics de draft. Ça, c'est moche. C'est pas dingue. C'est moche, surtout de la part du management de Houston, quoi. C'est ça. À la base, il y a une petite histoire de contrat, en fait. Hakeem veut un peu d'oseille, Houston dit non. Et tu trades le meilleur joueur de l'histoire de ta franchise contre des tours de draft. Super. Ouais, pas terrible. Vous imaginez tous Nikola Jokic à la fin de sa carrière à Denver. Tu dégages... à l'autre bout du pays. C'est ça, je ne sais où, pour des tours de draft. Prise de poids pour Hakeem et fin dans l'anonymat complet. Ouais, il fait que 1 an à Toronto. Ouais, c'est ça, il fait 1 an, puis après il dit... Salut mon pote. Exactement. Un autre pivot star de ces années-là, monsieur Patrick Ewing. Ah, celle-là, ouais. Ah, mon club manque de classe. Épisode 1. Épisode 885 000.
Ils vont d'abord le transférer à Seattle, où il est certes vieux, mais en vrai, ça va encore. Oui, il fait toujours des stats, quoi. Il fait toujours des stats. Par contre, la saison dernière, il est retransféré, et là, ça part à Orlando, et là, c'est bout de banc et surpoids. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il était pas très... Il avait pas vraiment envie d'être, à mon avis. C'était la saison de trop, comme on dit. Ouais. En parlant de saison de trop, Monsieur Shaquille O'Neal, dont on a parlé la semaine dernière. Ouais. Trop, c'est trop picot, non? C'est l'épisode de la vanne. C'est vrai. Oui, c'est vrai que la dernière à Boston... Elle est pas dingue, hein. Même en vrai, même les Cavs. Hein. Oui, pour moi, le Shaq, après Phoenix, ça doit s'arrêter normalement, si tout va bien. C'est vrai. Ceci dit, à Boston, il nous a gratifié d'une magnifique photo où il est sur le banc avec, tu sais, les sacs énormes de popcorn, là, et qu'il est en train de grailler ça sur le banc en plein match. Oui, c'est vrai. Donc rien que pour ça, merci d'avoir fait cette saison à Boston, Shaq. Fin de carrière terrible, mais pas de son fait, la Marcus Aldridge, hein, ses problèmes de cœur alors qu'il doit rejoindre les Nets. Oui, c'est vrai. Ouais. J'avais oublié ça, tiens. Problème de... Alors, je crois que c'est de myopathie cardiaque, si je dis pas de bêtises. En gros, il me semble que c'est un problème avec les parois du cœur. Ok. Mais triste fin, c'est pas voulu, mais assez triste comme sur Chris Bosh. Surtout d'une légende de Portland comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Des postes 4 des années 2010 qui nous a marqué. Clairement. Et oui, pareil pour Chris Bosh, comme tu le disais. Hein, il a eu son épisode, Chris Bosh. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez écouter l'épisode de Chris Bosh. Mais ouais, c'est terrible. Terrible aussi. Alors là, ça va peut-être un peu plus te froisser. Mais moi, j'aime pas du tout la fin de carrière de Kobe. Bah non, dernier match, je ne peux que être d'accord avec toi. Il y a au moins 2-3 saisons de trop. Hein. Ah ouais, après le tendon d'Achille, ça devient très compliqué. Ouais, c'est ça. Hein. Alors merci pour les émotions du dernier match, l'un des matchs les plus fous que j'ai vu en vrai. Mais, on est d'accord. Mais ouais, il y avait 2-3 saisons de trop, je pense carrément, avec Kobe. On est d'accord. Moi, je me souviens que quand je commence vraiment à suivre et à apprécier, Kobe me rend fou. Je dis, mais frère, tu prends 30 millions la saison, tu bloques la moitié du salary cap de ton équipe et tu joues dans des équipes de merde. C'est quoi le but? C'est ça. Puis t'es bien nul à chier à la fin. Et puis il a tous les tickets shoot, quoi. Donc pour faire progresser un Russell, un Ingram, un Rundle qui arrivait, c'est sympa aussi, tu vois. C'est ça, c'est complexe. Ouais. Fin de carrière que j'aime pas non plus, Tony Parker. Je sais pas ce que t'en penses. Parce que certes t'es pas si nul, mais pour moi c'est clairement ton ego qui te fait gâcher ta fin de carrière aux Spurs. Parce que tu acceptes pas de sortir du banc. Oui. À l'époque pour Dejounte Murray, on se souvient. Ah oui, c'est vrai, putain, ouais. Mais non, moi je trouve que c'est une fin de carrière gâchée. Peut-être pas une fin de carrière ratée, mais une fin de carrière gâchée. Ouais, ça aurait pu être mieux, quoi. Genre, c'est pas... il aurait pu faire les 20 saisons. Ouais, voilà. Et puis c'est pas horrible, mais non, c'est ça pas aurait horrible, pu être pour mieux, le quoi. storytelling. C'est surtout la question d'ego qui me casse les couilles. Ouais, c'est ça. C'est Tony a un peu d'ego, hein. Un petit peu. On fait de l'actu, John T. Porter. Always bet on yourself. Comme dirait Larry Nance. Je sais pas si t'avais cette conf de presse, elle est incroyable. Il est trop fort. Ouais. Mais tu vois, alors certes, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais à ce moment-là, on va peut-être ouvrir le dossier Miles Bridges. Ah non, mais il y a un Josh paquet de dossiers. Giddey. Oui, non, mais il y a un paquet de dossiers qu'on doit ouvrir dans cette ligue. Ouais. Je suis d'accord avec toi que certes, c'est pas bien, mais que ce soit plus. Mais je pense qu'il y a des choses plus graves. Traité, c'est ça. Et surtout les mots de Adam Silver, moi, m'a beaucoup déçu Adam Silver. M'a beaucoup déçu déjà en début de saison. Quand Charles Barkley l'avait chauffé vers le callback pour lui poser les questions sur Miles Bridges qui fâche. Mais extrêmement déçu de Adam Silver pour le coup. Est-ce que t'as d'autres petites fins de carrière comme ça avant qu'on parte aux prévisions? Autre fin de carrière comme ça qui me vient. Ouais, qui t'aurait déçu? Allen Iverson, en soi, elle est un peu décevante la fin de carrière. Hein. Ah, alors je voulais en parler avec toi. Ouais, quand parce tu que repenses, moi, Allen Iverson, t'as fait un excellent épisode dessus. Merci. Et certes, c'est décevant parce que ça va le dingue, il y a du surpoids, etc. Ouais, c'est surtout ça. Mais quoi. j'ai essayé de prendre un peu de recul et en vrai, je me dis, quand on est un mec d'1m80 à peine dans une ligue de surathlètes, est-ce que en fait c'est pas normal genre d'être usé à ce moment-là, tu vois, de plus en pouvoir? Oui, certes, c'est pas impossible. Tu vois, je trouve dans la vidéo de Trash Talk, ils le mettent premier.
Ouais. Et je les trouve durs, tu vois, avec lui. Genre, je fais, waouh, franchement, les mecs, oui, il y a des choix qui sont dégueulasses. Genre, ouais, c'est surtout pas sortir du banc quand il est au Pistons, c'est tout. C'est surtout le problème, c'est surtout les choix plus qu'autre chose, quoi, qu'il a fait. S'il va en Turquie et tout. Ouais, c'est vrai qu'il est c'est surtout ça, quoi. Plus qu'autre chose. C'est peut-être ça. Mais je sais pas, je le trouvais assez dur avec Allen Iverson. J'ai un autre exemple qui vient de me popper en tête. Ouais. Monsieur Kemba Walker. Oh oui. Oh oui, comment j'ai oublié Kemba Walker? T'as raison. Icône de notre génération, Kemba Walker. Ouais, clairement. Cardiac Kemba. Quand le step back de ouf là en fac avec UConn. Avec UConn, ouais, c'est ça. Au Madison Square Garden. Exactement. Puis qu'au final, il se retrouve à aller sur le papier aller à Monaco pour au final je sais même pas s'il a fait s'il a dû jouer mais il a joué, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, parce qu'autant on a vu Mike James mais j'ai pas l'impression qu'on l'ait vu jouer lui. Bah, j'ai vraiment aucun souvenir de Kemba Walker sous le maillot de moi non plus. de aucun Monaco. Highlights ou quoi que ce soit. Pour moi, j'ai souvenir de l'annonce. Ouais. Mais après. Il voulait juste un logement à Monaco pour pas payer d'impôts. Ouais, ça doit être ça. Je te jure. Attends, carrière en Europe. Mais Kemba. Vraiment, je suis sur sa page. Avec les Celtics, il est dramatique. Hein. Ouais, je suis sur sa page Wikipédia, il y a marqué. Carrière en Europe, AS Monaco. Le 21 juillet 2023, il quitte les États-Unis pour le championnat de France et l'Euroleague et s'engage avec l'AS Monaco. Point. Ah oui, d'accord. Super. Ah oui. Ah, génial. Génial. Putain. Ah, c'est terrible. Non. Je voulais revenir sur ça, parce qu'ils en parlent dans le truc de Trash Talk, ils parlent de Monsieur Elgin Baylor. C'est pas de chance. C'est pas une fin de carrière ratée, quoi. Non, c'est pas de sa chance, c'est pas de sa faute, tu vois. C'est pas de chance en plus, quoi, putain. On remet un peu de contexte pour ceux qui connaissent pas Elgin Baylor. Allez, vas-y. Monsieur chat noir de la NBA. Oui, littéralement. Joueur des années 60, c'est ça? Fin des années 60, début 60-70, ouais. C'est ça. Donc qui a joué dans une ligue avec des monstres. Pour vous dire à quel point le mec est un chat noir, il va faire une saison où il tourne à 38 points et 19 rebonds de moyenne, accompagné de 7 passes. Et il ne sera pas MVP, puisque en face, il y a Wilt qui tourne en 50-25 et Oscar Robertson en triple-double. Et ils ne sont pas non plus MVP, puisque le MVP, c'est Bill Russell, qui réalise un bilan à l'époque, le meilleur bilan de l'histoire avec une équipe des Celtics, et qui tourne en 19-24. 68 je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Cette saison-là. Ah, donc saison incroyable. Surtout, il a les Celtics. Vous n'êtes pas sans savoir que les Celtics des années 50-60 font 9 finales de suite qui gagnent. C'est ça, et ils gagnent 5 fois d'affilée. Non, ils gagnent 8 fois d'affilée. Hein. Non, ils gagnent 8 fois d'affilée. Ils gagnent 8 ou 9 fois d'affilée. Hein. Ah, pour moi, ils gagnaient genre 5 fois, il y avait un titre qui perdait et ils ont regagné 4. Non, vraiment, ils gagnent 8 ou 9 fois d'affilée, je sais plus c'est combien, mais... En tout cas, un 8-pit. En tout cas, Monsieur Baylor va souvent aller en finale pour affronter ces Boston Celtics-là. Il ne sera jamais vainqueur, malheureusement. Et ouais, bilan de 0-8. Ouais. La dernière année de sa carrière, il fait 9 matchs, il en peut plus, il se dit moi, ciao, bonsoir. Je prends ma retraite. C'est ça, je prends ma retraite. Et la même saison, les Lakers font 33 victoires d'affilée. Oui. Et sont champions. Et ce qui me tue, c'est qu'ils vont quand même lui donner une bague. Ouais, mais la bague de la honte, quoi. Ah, c'est terrible. J'ai trop de peine pour lui. Je suis d'accord, mais pour moi, c'est pas une fin de carrière ratée. Non. C'est juste que ça aurait pu être l'une des fins de carrière les plus incroyables. Mais on est d'accord, ça aurait pu être magnifique, ça aurait redonné du charisme à sa légende. C'est sûr. Mais Elgin, on t'oublie pas. Est-ce qu'on se finirait pas par une petite catégorie des langues de pute? Qui va rater sa fin de carrière? Qui va rater sa fin de carrière? Allez, ça me plaît. Ouais. J'aime. Tu veux que je commence la première boulette? Bah écoute, si t'as un nom en tête, vas-y. Klay Thompson. J'y ai pensé aussi à Klay Thompson, je vais pas te mentir. L'ego de Klay Thompson va faire qu'on va avoir une fin de carrière dégueulasse de Klay Thompson, c'est pas impossible. Et je mets du coup son coéquipier Draymond Green avec. J'y pensais aussi. Là, je pense que les deux... Autant Steph, je pense que ça va aller. Oui. Parce que c'est Steph. Autant les deux, là, en fait, c'est purement caractériel. Ouais, ça sent l'autre boudin un peu. Ouais, ça sent les mecs qui vont trop vouloir oui, je suis un ancien champion, oui, ci, oui, ça. Et en fait, va te faire enculer, tu vas juste gâcher toute ta legacy. Ouais.
Un autre petit nom ou pas? J'en ai quelques-uns en rab, mais si jamais est-ce que Ben Simmons, c'est un peu tôt pour en parler. Ouais, mais c'est déjà vrai. Mais c'est plus un gâchis de carrière global. Ouais, c'est vrai que c'est plus ça. Mais ça peut être une des pires fins de carrière, ouais. Clairement. Si on a encore 3 saisons où, bonjour, je joue 5 matchs, puis je m'arrête, puis je rejoue 5 matchs... C'est ça. Moyen. Pour un mec qui a été All-Star, Rookie of the Year. Genre, si Dame, ça marche pas aux Bucks, la question va se poser. Ah, ouais. Dame, ça va se poser. Moi, j'avais Kawhi Leonard. Ah ouais? Parce que, gros, Kawhi, là, il commence à être beaucoup blessé. Moi, je trouve que cette saison avec les Clippers, ça va mieux. Il a été moins blessé, il a clairement plus joué, on est d'accord. C'est sûr. Mais je suis vraiment toujours pas rassuré de l'état de santé de Kawhi Leonard, qui a l'air d'avoir des blessures chroniques assez graves. Ouais. Que c'est opaque as fuck autour de lui. Alors, c'est un athlète, certes, mais c'est opaque as fuck. Et moi, Kawhi, je suis désolé, mais ça me ferait mal au cœur de voir un Kawhi qui, à la manière d'un Pat Ewing et d'un Hakeem Olajuwon, finit en surpoids à faire du bout de banc d'une équipe NBA, quoi. Ouais, c'est alors que putain, Kawhi... double MVP des finales quand même, hein, c'est pas rien. Un des top 3 joueurs de sa génération. Ouais, ils discutent, hein, c'est sûr. Hein. Pour moi, c'est Kawhi, c'est un mec qui regarde Kevin Durant dans les yeux, hein, sur les mecs des années 2010. Hein. En 1, il y a LeBron, en 2, il y a Curry, et en 3, il y a 2 mecs qui se regardent dans le blanc des yeux, pour moi. Je mets quand même KD au-dessus, mais c'est vrai qu'il vient vite dans la discussion quand même, on est d'accord. Moi je pense que vraiment intrinsèquement, ça se regarde fort dans les yeux, hein, les deux. Hein. Oui, c'est sûr. Je veux bien voir le 1 contre 1 pour décider de la place. J'avoue, je vois. Est-ce que j'ai encore 3 noms, mais si t'en as d'autres, vas-y. Vas-y, balance. Alors, très très tôt, mais pareil, purement comportemental, et pourtant c'est un joueur que j'adore, Tyler Herro. Ah ouais? Tu penses? Tyler Herro. Alors déjà, il me fait n'importe quoi hors basket dans sa vie privée. Et moi, les mecs qui font n'importe quoi hors basket dans leur vie privée, ça peut vite être le bordel. Et ça me fait penser à un mec dont j'ai oublié de parler, dont je voulais parler avec toi. Lamar Odom. Ouais, c'est Lamar, oui. Ouais, Lamar Odom, champion en 2010 avec les Lakers. Ça, c'est ensuite dans le trade avorté de Chris Paul. Donc ça, c'est un coup au moral. Il se casse aux Mavs. Ça se passe super mal avec Cuban. En plus, c'est très compliqué à l'époque avec sa copine Khloé Kardashian. Il va signer aux Clippers. C'est dramatique parce qu'il est en surpoids. En 2015, on le retrouve entre la vie et la mort après une overdose dans une maison close dans le Nevada. La descente je sais pas comment dire, tu vois, mais Lamar Odom, pour moi, c'est la représentation des choix de carrière hors basket qui t'amènent à ta perte. Oui. Et Tyler Herro, je suis désolé, moi, de ce que je vois de lui pour l'avoir suivi sur les réseaux et tout, il fait n'importe quoi, le frérot. Sur une échelle de 1 à Ja Morant et tout. Ja Morant, clairement, ça rentre dans la catégorie. Ouais, à voir comment À voir comment ça évolue, c'est des mecs qui sont très tôt dans leur carrière. Hein, voilà, c'est ça. C'est des plans sur la comète, de ouf, mais on leur souhaite... C'est même plus une comète, là, mon frérot, hein, c'est des plans sur un système, une galaxie. On leur souhaite pas, évidemment, tu vois, mais c'est vrai que non, mais bien évidemment. De ce qu'on a vu, bon... C'est juste se dire, tiens, si lui fait une fin de carrière dégueulasse, je serais pas étonné. Tu vois, pareil, dans question d'ego aussi, monsieur Luka Doncic. Luka, prise de poids, tu le vois pas venir? C'est pas impossible. Ouais. Genre un Luka beaucoup trop gros, alors qu'il domine toujours parce que c'est un excellent joueur de basket. Ouais, c'est ça. Mais un Luka beaucoup trop gros, là, qui te fait la saison en trop, où il est vraiment, mais ça devient trop de Luka, il est caractériel, etc. Là, à 38 ans, où tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? T'es 4 fois MVP, 3 fois champion. Et t'es là à gueuler sur le banc. J'avoue. Je vois bien une fin de carrière, genre, entre guillemets, à la Kobe, tu sais. Genre, je reste trop longtemps et ça exactement. Ouais. Peut-être pas la même éthique de travail, mais ouais. Non, après, il a dit qu'il voudrait pas jouer longtemps, mais bon. Oui, ça m'étonne pas non plus. Pareil, dans des comportements, enfin, plus dans du caractère, etc. Giannis Antetokounmpo. Oui, clairement. Parce que c'est le profil à jouer longtemps juste sur sa défense. C'est clair. Et sur du pick and roll, voilà, si la NBA continue dans ce sens-là. Mais Giannis, pareil, hein, ça peut être crève-cœur, hein, Giannis. Hein. En fait, c'est ça peut-être les pires fins de carrière. C'est pas forcément les pires fins de carrière, objectivement. C'est les fins de carrière crève-cœur. Ouais, c'est ça. C'est clairement celles-là qui font mal. Tu veux en rajouter un dernier ou deux derniers ou 3 derniers? Je cherche des noms là, pour l'instant j'ai rien d'autre qui me vient en tête. Rien qui te vient en termes de joueurs qui pourraient un peu flop tout ça? Non, en vrai, non, je pense que... Parce que je pense que LeBron James, qui est très proche,
je vois pas rater sa fin de carrière. Ça m'étonnerait. Franchement, sauf si là, l'année prochaine, il va signer à Cholet Basket. Oui, alors, moi, je serais ravi. Parce que c'est pas loin de chez moi, j'y vais à chaque match. Mais d'un point de vue storytelling, je comprends pas, tu vois. Là, ce serait bizarre dans la narrative. Ouais, c'est ça. Mais non, en vrai... AD, ça peut puer un peu. Tu penses qu'AD, les blessures, ça peut le rattraper ? Je pense que ouais. Même si c'est pareil, cette année, ça a été, ils nous ont fait une bête de saison. On est d'accord. Je pense que ça peut... On peut avoir une fin de carrière compliquée pour Monsieur. On peut avoir une fin de carrière en autre boudin où, vas-y, il joue plus, il est blessé tout le temps. Quand il joue, il est plus trop là. Vas-y, ça peut faire chier, quoi. Deux mecs qui sauvent un peu leur narratif, c'est Russell Westbrook et James Harden actuellement. C'est vrai que ça en prenait la direction quand ils étaient sur des rails. À Washington et Lakers pour Westbrook et quand à Philly et Brooklyn pour Harden. Là, si ça continue bien sur la lancée qu'ils sont actuellement, j'appelle ça un sauvetage façon triple backflip. Franchement, là, bravo messieurs, tu vois. Là, franchement, Pamela Anderson a bien fait son boulot. Allez, la ref a l'air belle. Ah ouais, David Hasselhoff. Elle est placée. Non, mais écoute. On s'arrête là-dessus ? Ouais, je pense qu'on peut. On s'arrête sur David Hasselhoff, je trouve ça beau. Exactement. J'espère que ça vous a plu. Vous avez apprécié cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de mettre 5 étoiles à ce podcast, je sais pas si c'est des étoiles, peu importe, un pouce bleu pour ceux qui écoutent sur YouTube, un commentaire, nous envoyer vos remarques en MP, vos fins de carrière crève-cœur à vous. Je te dis au revoir, Baptiste. Et ben on va se dire au revoir, exactement. Des gros bisous. Des gros bisous. Et puis topette. Et topette.